La musique, c'est l'art du temps, ce temps qu'on ne voit pas passer, un temps qui s'inscrit, qui s'entend comme une musique dans l'histoire. Voilà, ainsi se referment ces visiteurs d'histoire. Il se trouve que c'est aussi ma toute dernière émission sur nos ondes, vos ondes. La radio qui permet de partager, d'entendre ce que vous n'attendiez pas, de susciter l'envie, le désir, le plaisir d'en savoir plus, d'en découvrir, d'en écouter, d'en entendre plus. Marc Dumont, 2014. Marc Dumont, bonjour. Bonjour Jeanne. Vous pensez toujours que la radio permet de partager, d'entendre ce que vous n'attendiez pas, de susciter l'envie, le plaisir d'en savoir plus? Je l'espère, mais enfin, la première chose que je dois dire, c'est que je suis très ému en vous entendant reprendre ces derniers mots que j'ai pu prononcer à Radio France. Ça me replonge dans une période difficile, parce que je n'ai pas choisi ce départ. On m'a éjecté en 30 secondes après près de 30 années à Radio France. Oui, j'espère que la radio, c'est toujours ça. Je crois. Enfin, je souhaite qu'elle le reste, qu'elle le soit. Nous sommes donc au rendez-vous de Jeanne, ces petites brèves de conversation que j'ai eu envie de mettre en place, et je vous remercie infiniment d'avoir accepté de venir. Merci à vous. Alors, je continue. Souvenir personnel, Marc Dumont. Je lis. Claude Villard est décédé. Ce 8 décembre 2017, il fait un froid intense au cimetière du Père-Lachaise. La pluie se suspend aux nuages, mais le vent ne cesse pas de nous fouetter. Claude Villard et sa femme, Germaine, ont beaucoup compté pour moi. Sans eux, je ne serais pas devenue ce que je suis. Qui étaient pour vous, Germaine et Claude Villard? Ma mère spirituelle, pour Germaine, parce que c'était le professeur de Cagne, d'histoire en Cagne que j'ai eu. Et depuis que j'avais 6 ans, je voulais enseigner l'histoire, je voulais faire de l'histoire, c'était une vocation. Mais j'ai vraiment compris l'ampleur de ce que signifiait l'histoire, le métier d'historien, l'appréhension de l'histoire avec Germaine Villard. Elle m'a ouvert les yeux, appris tellement de choses. Comment dirais-je, peut-être que là, il y a 2 choses qu'elle m'a fondamentalement appris, et ce n'est pas dans l'air du temps d'aujourd'hui, particulièrement du côté du ministère de l'Éducation nationale actuel. L'histoire, c'est politique, fondamentalement politique. Et l'histoire, c'est le sens critique. Et ça, je suis éternellement reconnaissant à Germaine Villard de m'avoir appris cela. Alors j'ai rencontré Claude, son mari, via Germaine, oui. Et Claude a été mon directeur de maîtrise, oui. Que j'avais fait, c'était hier, c'était en 1976, sur la chanson française des années 30 à Paris. Oui. Et Claude, ensuite, une fois que j'ai eu mon agrégation, est devenu mon directeur de thèse. Mais c'est lui qui m'a un jour téléphoné, l'anecdote est trop belle pour que je passe à côté. Oui. Je reviens de vacances, on est en 1982. Oui. Le téléphone sonne, Claude me téléphone et me dit écoute, alors que j'étais supposé vraiment me remettre au travail de la thèse. Écoute, voilà, il y a une radio libre qui se crée en Seine-Saint-Denis. Lui était prof à Vincennes-Saint-Denis, donc Paris 8. Oui. Et il me dit, ils m'ont demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait qui pouvait venir parler du théâtre, quelqu'un du jazz et quelqu'un de la chanson. Alors pour la chanson, j'ai pensé à toi. C'est extraordinaire. Et c'est comme ça que pour la première fois, je me suis retrouvé devant un micro. Donc c'est grâce à lui. C'est grâce à Claude. Oui. Voilà. Donc Claude et Germaine sont les 2 piliers. Voilà. Exactement, les 2 piliers d'une éducation, d'une réflexion. Et d'une éducation politique aussi, et de quelque chose, d'une chaleur absolument formidable. Voilà. Marc, vous êtes normalien, agrégé d'histoire, vous avez travaillé à Radio Bleu et France Culture, et bien sûr ce qu'on vous dit dès le début, puis surtout à France Musique jusqu'en 2014. Vous étiez producteur et présenté de nombreuses émissions. Je me souviens entre autres d'une interview accordée à Jean-Christophe Pussec sur son blog Passé des Arts pour raconter l'historien et le musicien. Aujourd'hui, vous êtes bien renseigné. On fait de notre mieux. Ah oui. En plus, vous m'impressionnez, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, vous êtes conférencier, auteur dramaturge à la Philharmonie de Paris. Vous écrivez aussi dans des revues de musique. Et en plus de votre page Facebook, vous avez une autre page qui s'appelle L'Horizon musical.
Vous êtes également auteur dans le magazine culturel Subjectif et vous tenez un blog chez Mediapart. Voilà pour le CV. Marc Dumont, ce sont les îles enchantées que vous tentez de reconquérir à travers la fougue intense de vos prises de position, tant politiques que culturelles. Oui. On va essayer de ne pas désenchanter le présent, mais enfin, je crois qu'il y a quelque chose de juste dans la remarque et la question. Oui, des îles enchantées, oui, c'est ça, c'est ça. C'est essayer de faire rêver, de transmettre des choses, et puis de taper du poing sur la table et de dire ce qui, de mon point de vue, ne fonctionne pas, ne va pas et devrait fonctionner autrement. Oui, oui, oui. Dans ce nouveau monde, parce que vraiment les choses ont beaucoup changé depuis quelque temps et elles changent très vite, qu'avons-nous, selon vous, irrémédiablement perdu et qui vous révolte tant? Parce que nous avons perdu des choses, mais à une allure rapide. Alors, nouveau monde, je n'aime pas l'expression pour les raisons, je dirais, conjoncturelles et petites politiques politiciennes que vous imaginez. Je ne suis pas certain que ce soit un nouveau monde, c'est la suite de l'ancien qui ne cesse de s'aggraver, de mourir, et le nouveau qui a toujours du mal, mais c'est comme ça dans l'histoire, sans cesse du mal à éclore. C'est difficile de répondre à cela parce que ça fait tout de suite vieux machin, et il faut se méfier de ce genre d'attitude. Mais ce qui me vient tout de suite à vous entendre, c'est le sens de la parole. Oui. C'est-à-dire le respect d'une parole. Pour moi, rien n'est plus important, à la fois par le parcours que vous avez eu l'extrême gentillesse de citer, et de citer avec, je dirais, tant de détails que j'en suis étonné. Mais c'est vous, c'est juste vous. Oui, il y a une chose de plus que j'y ajouterai, je me permettrai d'ajouter, c'est tout le travail analytique autour de la psychanalyse. Oui, et ce travail n'a cessé, alors que j'étais déjà en lien très étroit avec ce problème de la parole, n'a cessé de creuser ce problème. Mettre en accord une parole et un acte est pour moi fondamental. Fondamental. Et puisque vous demandez si il y a quelque chose de perdu et qu'il faut réenchanter une île ou une aile, comme vous voulez, sur les ailes de l'île, là je vais être tout de suite polémique. Oui. Ce soi-disant nouveau monde qu'on a essayé de nous vendre à force de médias pendant des années autour d'un homme, il est terrible pour moi parce que c'est le plus ancien des anciens, au sens où justement il y a une parole et en même temps les actes contraires à la parole. Oui. Une parole qui cache une réalité politique qui est tout le contraire. Donc pour vous, la parole n'a plus de vérité en quelque sorte. Voilà, alors c'est difficile de dire cela comme ça parce que après tout, dans les années 30, dans les années 50, on pouvait dire la même chose, au XVIIIe siècle aussi. Mais je pense que on est tous décisifs à remonter notre... voilà, et c'est comme ça que je sens les choses. Oui. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse remonter le rocher de la parole pour dire la parole en lien avec les actes, mais pas une distorsion. Pas la distorsion à la façon dont les extrêmes droites d'aujourd'hui, comme d'hier, ont toujours fait, c'est-à-dire prendre un mot et enfin, vraiment le pervertir, véritablement le pervertir. Je sais que vous avez une conférence le jeudi 14 février 2019 à 14h30 à Pontoise, à l'Union des associations. Oui. Le sujet est beau. Viva la libertà, Mozart et son rapport au pouvoir. Et vous dites qu'il faut faire avec, ou bien s'en affranchir, voire s'opposer. Ces opéras sont hantés par le rapport au pouvoir, mais la liberté a un prix. Et vous, Marc, affranchi et opposant, à quel prix? Au prix d'une certaine vérité avec vous-même? Oui, mais ça, c'est pas un prix, ça, c'est... C'est un bonheur, ça. Non, non, le prix, il est social. Le prix, il est professionnel. Comment dire, un des éléments qui n'est pas sans rapport avec
la fin de ma collaboration à Radio France est un élément très politique. Très politique. J'ai quelqu'un de mes connaissances depuis plus de 25 ans qui travaillait au ministère de la Culture et dans le ministère de la Culture, pas lié à tel ou tel ministre, mais oui. bon. Et je le vois quelques mois après avoir été viré de Radio France, qui me dit tu payes ton engagement syndical et politique. Et je pense à quelque chose de très précis. En 2010, après le discours de Sarkozy de Grenoble Oui. sur les Roms, Oui. il se trouve que quelques semaines après, la première apparition publique du ministre de la Culture de l'époque, qui est un Mitterrand qui porte un autre prénom, et qui n'a pas du tout la même envergure, ni la même... bon. Il se trouve que c'était au cours d'un magazine de France Musique, c'était à la Chaise-Dieu, et j'ai reçu Frédéric Mitterrand. Et à la fin, je gardais pour l'essentiel de l'interview la question suivante. Il venait d'inaugurer un auditorium Xifra. Je venais de lui demander s'il n'avait pas envie de reprendre la caméra et de mettre Carmen en scène, par exemple. Et je lui dis, mais si je vous cite ça, c'est parce que Carmen, c'est une bohémienne, Xifra est hongrois avec, le moins que l'on puisse dire, des liens très étroits avec, oui, les bohémiens. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai dit, que pensez-vous de ce qui s'est dit il y a 3 semaines, et aux plus hautes sphères de l'État, mettant en cause les Roms. Et ça s'est très mal passé. Très mal passé. Mon directeur de France Musique de l'époque m'a dit quelques jours après, tu ne seras pas viré, mais il en avait été question au plus haut niveau à Radio France. Et le directeur de cabinet de Frédéric Mitterrand, qui était là, s'appelait Mathieu Gallet. Ah. Quand Mathieu Gallet est arrivé, j'ai été viré. Alors il y a d'autres raisons, hein. Donc, mais voilà. Donc on ne peut pas être affranchi et opposant en étant dans un service public. C'est bien ça quelque part. C'est compliqué. C'est compliqué. On peut l'être quand on est du MoDem. Je pourrais citer un certain nombre de gens. On peut l'être quand on est du bon côté du manche. Là, on a le droit. Que ce soit un ancien PDG de Radio France qui s'est retrouvé au Parlement européen, que ce soit un ancien producteur de la radio qui se retrouve député ou conseiller municipal, etc. Là, on peut, mais on ne peut pas dire non. C'est pas autorisé. Marc, le 11 novembre 2017, vous écriviez « Ce souvenir de mes 2 grands-pères, revenus de la grande boucherie, l'un des Dardanelles avec des anecdotes un peu légères, sans rapport avec la violence et l'horreur, et l'autre qui ne parlait pas, sauf pour raconter comment leur régiment avait dû passer devant des camarades fusillés pour l'exemple. Est-ce là, entre autres, qu'est née en vous cette insoumission, cette rage de ne rien laisser passer de tout ce qui peut mettre les hommes à genoux? Parce que c'est quand même des souvenirs qui restent parfois. Ces souvenirs, je suis vraiment frappé que vous ayez comme cela écumé tellement de choses, et que vous sachiez tellement de choses, et que vous ayez lu. Je trouve très émouvant ce que vous avez fait, ce que vous écrivez. Vous avez écrit comme ça, vous avez des morceaux très émouvants qui m'ont touché personnellement, et je pense qu'ils toucheront les personnes qui vont nous écouter et qui vous comprendront aussi quelque part plus. J'ai compris, enfin ça m'a beaucoup frappé quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent. Mon grand-père maternel ne parlait jamais de sa guerre. C'est après sa mort que j'ai vu qu'il a été médaillé militaire, qu'il avait sauvé, il était allé sous la mitraille de l'ennemi chercher un camarade blessé, que, enfin j'ai appris, voilà, il n'en disait rien du tout. Et je crois que c'est plus tard que ça a compté, oui. C'est des racines inconscientes, mais qui sont là et qui sont très très fortes, effectivement. Nous avons déjà évoqué plusieurs fois, du moins vous l'avez fait, votre départ de Radio France. Je reviens dessus. Vous avez travaillé donc à la Maison de la Radio pendant 29 ans, je crois, un peu et plus, vous avez été remercié en 10 minutes. Ouais. Si Même pas. Oui. Quel mot pourrait décrire ce choc sur le coup?
Moi, je dis que c'est un canard à qui on a coupé la tête, qui continue de courir, mais qui sait que voilà, c'était son métier, c'est son métier, et que. Mais après tout, il y a beaucoup de gens comme ça dans mon cas, à la radio et dans les médias. Oui, bien sûr. Donc, il faut replacer les choses par rapport aux uns et aux autres. Oui, fusillé, oui, vraiment, vraiment, par une exécutrice là qui n'est restée que quelques mois pour ça, quoi, pour virer une petite dizaine de personnes, que des hommes, que des vieux, enfin des vieux, des gens plus aguerris. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que plus le temps passait, et plus je trouvais une légitimité à être où j'étais, derrière un micro, et à parler comme je le faisais. Pourquoi ? Parce que c'est l'expérience, c'est l'accumulation de l'expérience. Et ça donne envie de réenchanter une île, celle de prendre en compte la parole qui se forge au fur et à mesure des années, des chocs, des problèmes, mais de ce que l'on apprend de partout, quoi. Et donc, les plus belles émissions de radio que j'ai pu faire, c'était vers la fin, je crois. Oui. Je crois. Marc, comment on rebondit après? Parce que vous avez rebondi. J'ai retrouvé plein de choses. Vous êtes un homme extrêmement vivant, fort. Dites-moi comment on rebondit après. C'était un choc quand même. C'était un choc pour vous et pour vos auditeurs aussi, bien sûr. Donc pour vous, comment on rebondit? Il faut combien de temps à peu près pour se remettre en se disant « Allez, je repars » Ça fait 4 ans et je ne suis pas reparti, contrairement à ce que vous dites. J'ai pas le même sentiment, moi. Oui. D'abord, rebondir, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que j'ai été viré en juin, et en septembre, j'ai eu une auditrice que je ne connaissais pas du tout, qui avait soutenu le mouvement important d'auditeurs qui avaient demandé notre réintégration, à Thierry Beauvert, François Udry, moi-même, enfin d'autres. Et une auditrice qui, sur Facebook, me met un petit mot en disant « Dommage, ça ne dure que 3 minutes ». J'ai rien compris, il y avait un petit lien avec, je clique sur le lien et je m'aperçois que c'était une offre, une proposition d'une radio pour une chronique classique quotidienne. Donc je suis viré par l'institution Radio France totalement désincarnée, et une auditrice me donne le moyen de refaire de la radio. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait pendant quelques mois. Je ne me suis pas du tout senti à l'aise dans cette radio, le moins que l'on puisse dire. Ça me gênait trop régulièrement d'entendre que ma chronique suivait le Xème interview de Madame Le Pen ou de Monsieur Philippot, donc je suis parti. Qu'il soit invisible comme le public radiophonique ou celui des réseaux en direct, comme celui des conférences, est-ce que le public vous manque? Bah oui. Et qu'est-ce que le public pour vous? C'est compliqué. Vous l'aviez, ce public, quelque part, quand vous lui parliez. Il était physiquement présent, même si vous ne le voyez pas. C'est magique, la radio. Oui, on est tout seul derrière un micro, dans une cabine totalement isolée, et on peut parler à des dizaines de milliers de personnes. C'est ce qui se passait généralement. Je n'ai pas réfléchi à cela comme ça. Le public me manque, la radio me manque. Oui. Mais ce que je trouvais... Alors, pour répondre, je vais prendre ce qui me vient directement à l'esprit. Cela faisait déjà quelques années qu'à la radio, on pouvait être en lien Internet direct avec les auditeurs. Oui, je sais. J'ai été immédiatement un des tout premiers à faire ça régulièrement. C'est-à-dire que pendant les émissions, pendant que la musique était diffusée, je répondais aux auditeurs, aux auditrices qui se connectaient sur le site et posaient des questions ou réagissaient, etc. Et ça, c'était formidable. De même qu'auparavant, quand j'ai travaillé à Radio Bleu, qui n'existe plus, mais de 85 jusqu'à l'an 2000,
pendant 15 ans, j'ai fait pendant 15 ans une émission qui s'appelait Chansons témoins, où je croisais l'histoire et les chansons. Et j'ai reçu un courrier, mais incroyable. Je me suis aperçu a posteriori de l'importance du courrier. J'en ai gardé des... Et ça, c'était fabuleux. C'était fabuleux parce que les gens, on sentait l'importance de l'écoute et l'échange qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire que très souvent, j'avais des personnes qui me disaient, ben voilà, je vous raconte ci parce que vous venez de parler de tel événement historique, ça me rappelle telle et telle chose. Et comme ça rappelait telle et telle chose, eh bien, ils se mettaient à écrire sur une page, 2 pages, 3 pages, et à expliquer leur histoire personnelle. Et ça, c'était formidable. Je crois que votre public vous est resté très fidèle, parce que quand on pose la question, personne, même aux jeunes, ils se rappellent beaucoup de vous, les personnes un peu plus âgées aussi, et en même temps je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la publicité, qui puisent dans les titres des émissions, dans les vôtres. Voilà. Je continue. Sur le réseau Facebook, il y a une sorte de jeu qui consiste à mettre pendant 10 jours un statut, soit de ses livres préférés, de ses peintres. Bon, bien sûr, pour vous, c'était la musique. Et vous avez mis comme titre à ce jeu un titre léger, En avant la zizik. Pourtant, j'ai l'impression de lire un parcours à travers vos choix. Je reprends rapidement quelques-uns. Don Giovanni de Mozart, pour la violence, écriviez-vous, cette version de Don Giovanni de Currensis est implacable. Vous rappelez la phrase de Currensis, la musique n'est pas une profession ni une question de reproduction. Quelques-uns. Don Giovanni de Mozart, pour la violence, écriviez-vous, cette version de Don Giovanni de Currensis est implacable. Vous rappelez la phrase de Currensis, la musique n'est pas une profession ni une question de reproduction, c'est une mission. Oui. C'est une mission pour vous? Oui, je crois que la musique sentie, vécue comme une brûlure chez certains, ça dépend des moments aussi. Oui. Il peut y avoir des moments totalement intimes, intérieurs, où on oublie tout cela, mais ça dépend des œuvres. Quand Currensis dirige Don Giovanni, où je l'ai entendu au Théâtre des Champs-Élysées l'année dernière diriger la Clémence de Titus, ça ne plaît pas à tout le monde, le moins qu'on puisse dire. Moi, ce qui me fascine dans ce qu'il fait, c'est j'ai l'impression d'assister à une recréation à chaque fois. Donc, la mission, difficile. Est-ce que c'est une mission? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a encore... Joker. Joker, d'accord. Et encore un choix. Le bal masqué de Verdi sous la direction survoltée de Solti. Parce que, dites-vous, il y a l'histoire, la politique, l'amitié, la trahison, la passion, le drame. Ça scande une vie, on dirait une vie. Mm-hmm. Est-ce que ça scande un peu la vôtre? Oui, enfin, j'espère qu'il n'y a pas de drame. Il y en a eu peut-être, mais oui, il y a toujours... enfin, il y a, la vraie tragédie, c'est le décès des parents. Ça, c'est la tragédie pour chacun. Elle est annoncée et quand elle est vécue, c'est redoutable. Pour tout ce que vous dites, pour le reste, oui. Vous avez aussi choisi Sheila dans Les corps est fini, bien sûr. C'était le souvenir de le hasard de la rentrée, le souvenir du gamin. Ce gamin, qu'a-t-il eu de mieux que ce qu'il pensait? Tout. Tout. C'est génial. Oui, tout, parce que... Enfin, comment dire... Mon père était ouvrier. Oui. Il semblait que la voie soit tracée, et lui voulait que je sois ouvrier. Donc, je n'imaginais même pas un instant, après, enfin déjà le baccalauréat, à l'époque, dans les années 60-70, penser au bac, c'est pas comme maintenant, ça n'avait rien à voir. Donc quand après on m'a dit « Ah ouais, vous devriez faire une classe préparatoire », mais je suis arrivé en classe préparatoire, je ne savais même pas qu'il existait un concours qui s'appelait Normal Sup. Je ne savais pas. Parce que le milieu dans lequel j'étais était absolument
pas du tout un milieu intellectuel. Personne dans toute la famille au sens le plus large qui soit. Donc oui, ça m'a tout apporté parce que et ça c'est formidable. C'est la République qui apporte ça, pas la méritocratie de Blanquer et de Macron réunis. C'est la République. C'est une autre conception, quoi. Et pas la méritocratie. C'est pas ça. Hein. C'est pas comme ça que je l'entends. C'est la possibilité de donner accès, parce que j'ai eu des professeurs qui y ont cru, voilà. Ça, c'est formidable. Il y a un autre choix dans votre choix qui m'a touchée. C'est celui d'Anita Serketti. Peu la connaissent, dites-vous. Oui. Splendide, elle chantait avec la Calas, l'a remplacée parfois. Et pourtant, elle est partie sans revenir. Pas de place pour elle. Puis l'oubli est venu. Anita Serketti, qu'est-ce qui vous touche tant en elle, Marc? D'abord, ça a été sa voix. Oui. J'aurais envie d'inviter celles et ceux qui auront la patience d'écouter jusque-là, d'aller voir la pochette d'Anita Cerquetti, le récital chez Decca. Je me souviens très bien avoir reçu, à l'époque, j'avais cette chance, hein, en travaillant à France Musique, de recevoir beaucoup de disques en avant-première. Et j'ai reçu, parmi ces grandes voix, il y avait plusieurs disques. Il y avait Pavarotti, il y en avait d'autres. Et puis, cette dame énorme, enfin, c'est presque un masque étrange, enfin, c'est l'absolu contraire de Calas quand on la regarde. Oui. J'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que chante cette femme? Et tout de suite, j'ai mis le CD. Et je me souviens, mais j'en ai encore je vous en parle, j'ai la chair de poule. Vous parlez très bien d'elle quand vous en parlez, c'est très touchant. On a envie d'aller voir. Ah oui, il faut écouter. Cerquetti, voilà, ouais, Anita Cerquetti. Voilà. Et puis, bon, ensuite, j'ai appris son parcours. Ça, c'est extrêmement touchant, quoi. Extrêmement touchant. Et là, donc, toujours en avant la Zizi, et c'est le dernier passage que j'ai retenu, c'est la dernière sonate de Schubert. Vous écrivez: parce que cette dernière sonate de Schubert est une de mes œuvres préférées, parce que cette vision est confondante de profondeur, parce que jamais je n'ai entendu questionnement plus intime du voyage schubertien, parce que le temps ne compte plus et ne revient jamais au même, parce que tant de choses. Qu'y a-t-il d'éparpillé et de silencieux dans ce tant de choses? Ça m'intéresse, ce tant de choses. Pardon si mes questions me semblent un peu spéciales, mais... Ah non, elles sont, comment dirais-je, plus que pertinentes, enfin, elles sont... Vous êtes gentil, mais je cherchais qu'est-ce qu'il y a au bon endroit. D'éparpillé voilà. Et de silencieux dans ce tant de choses. Quel sentiment vous avez quand vous écoutez cette dernière sonate Alors, en plus, cette sonate, c'est la version de Richter, de Sviatoslav Richter, publiée chez Praga. C'est à la fois... C'est une musique qui m'accompagne depuis mon adolescence, en fait. Cette musique-là, cette version-là. Cette version-là, je devrais dire, je l'ai découverte plus tard. Mais cette musique-là, oui. Et c'est... Allez, derrière ces points de suspension et ce silence, je crois qu'il y a toute la réflexion sur la mort. Sur la mort. C'est toute la réflexion sur le chemin vital. Et Schubert, c'est drôle parce que ma femme et moi, on se chicane sans cesse. Elle, c'est Schumann, moi, c'est Schubert. Elle dit, mais Schubert, il répète toujours la même chose au piano, c'est pas... Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est à la fois la même chose, mais ça ne revient jamais au même. Ce n'est jamais la même chose. C'est le chemin de vie où on croit que c'est la même chose. Mais non, parce qu'on a entendu déjà. Donc ce n'est pas la même chose que la première fois qu'on l'entend. On a déjà cette expérience-là. Et puis de toute façon, ça élargit le paysage intérieur, le paysage de rencontre avec les autres. Et du coup, forcément, oui, j'aime énormément le livre de Rémy Stricker sur Schubert qui s'appelle « Le naïf et la mort ». Je ne sais pas s'il était vraiment naïf, Schubert, mais je sais que la mort le hantait, oui.
Et je pense que à écouter la dernière sonate pour piano de Schubert, c'est forcément ce chemin-là. Ça nous ramène à l'essentiel, quoi, vraiment. Nous sommes en plein quartier latin, il y a des bizutages aujourd'hui, donc c'est le bruit de Ah, fond, voilà. et c'est le bruit de vie que nous entendons des jeunes étudiants. Voilà. En tant que producteur d'émissions culturelles et musicales, c'était autre chose que de faire une simple émission et un projet seulement. Il y a de la créativité dans ce qu'on fait. C'est un vaste sujet si je vous demande qu'est-ce que la créativité, mais comment vous pensiez vos émissions? C'est aussi un vaste sujet. Je suis heureux que vous disiez cela comme ça, parce que moi, ça me fait un plaisir fou d'entendre ça à chaque fois que j'ai la chance de rencontrer une auditrice, un auditeur qui me renvoie exactement ce que vous me renvoyez. Je me dis, j'ai pas complètement raté ce que je cherchais. Non. C'est-à-dire que, oui, rien ne m'énervait davantage à la radio qu'un producteur qui a pendant des années été connu à l'antenne et qui disait « ce n'est que de la radio ». Moi je disais non, c'est de la radio. On la prend au sérieux. Et ce qui se dit au micro, ce qui se tisse en faisant une émission, même si on tisse quelque chose qui essaye d'être léger parfois, on espère, ou avec de l'ironie, tout ça se travaille sérieusement, quoi, vraiment. Alors comment faire une émission? Moi je sais que l'émission travaillait, quelle qu'elle soit, et particulièrement les 7 années où j'ai eu la chance de faire des quotidiennes, elle se travaillait pendant des jours et des jours. J'aime bien dire, c'était en tâche de fond. Oui. C'est-à-dire que je pensais au sujet, je me disais, tiens, tel sujet, et puis ça travaillait quelque part en arrière-plan, dans l'inconscient, et à chaque fois, au fur et à mesure, je pouvais penser à tel... Ah, je me dis, ben, je vais le prendre comme ça, je vais mettre tel éclairage, ou plutôt telle musique, mais non, telle... Voilà. C'est-à-dire que on ne fait pas une émission comme ça. Oui. Je crains trop ce qui se passe dans les médias culturels où on fait les choses comme ça et pour promouvoir telle et telle chose. Ça me scandalise de savoir que la direction de l'antenne demande depuis quelque temps aux uns comme aux autres de promouvoir tel disque parce qu'il faut un lien avec la maison de disques, il faut un partenariat et que dans l'émission il doit y avoir forcément tel disque parce que c'est pas le sujet. Le sujet, il n'est pas là. On n'est pas là pour vendre un produit. On est là pour faire aimer quelque chose et donner une profondeur de chant, justement. Profondeur de chant qui ne peut exister, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que dans la mesure où on a accumulé une écoute, une expérience et une connaissance de la discographie, des concerts, des artistes. Ce qui fait que ça permet de replacer dans l'histoire et de faire entendre des choses qui ne sont pas liées à l'actualité. C'est ce que disait Proust, hein, l'actualité c'est le contraire de la culture. Voilà, c'est ça. Et ce qui était formidable, c'est de pouvoir travailler un sujet et de prendre le temps de le faire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Vous répondez tout à fait, et je rebondis d'ailleurs sur Proust, parce que dans la revue, le magazine en ligne Subjectif, je pense que vous êtes d'ailleurs auteur et vous vous occupez, je pense, du côté musical. C'est peut-être une des... c'est la grande ligne. Oui. Que la culture oui. Ne doit pas être bradée. C'est une culture qui ne doit pas être assujettie au mode, aux résultats seulement. Oui. Et il cite Proust, justement. Oui. Il faut citer voilà, Proust, c'est cette phrase-là, voilà. Absolument. Oui, effectivement, mais là, il y a du travail, il y a du chemin à faire. Avez-vous perdu de votre ferveur? Je crois que pas. Depuis 2014 et ce départ imposé? Non, je n'ai pas l'impression. Si. Un peu? Ferveur en quoi? Si, parce que en la possibilité de faire une radio que j'aime, de faire de la radio, oui, parce que qu'il n'y a pas tellement de choix. Hein. Voilà, donc cette ferveur radiophonique, j'ai envie de la retrouver. Je la retrouve avec Subjectif. J'espère que les choses vont pouvoir continuer, se mettre en place dans une durée, parce que ça, c'est une chance formidable de pouvoir retravailler. Alors, je la retrouve dès qu'il y a un micro. Oui. Mais sinon, des fois, c'est un peu compliqué. Ah oui.
En tout cas, je sais que je ne sais pas si on l'a déjà dit dans l'interview, mais vos podcasts continuent à être, jusqu'à 2017, on avait vos podcasts, vos émissions, et les gens les écoutent. Oui. Et je sais que beaucoup les ont enregistrés, même avec un appareil externe. Ah oui. Oui, pour pouvoir garder, sans toucher au droit, bien sûr, on n'a rien du tout. Oui. Mais vous racontez, parce que quelque part, vous êtes un conteur de la musique. Parce que ceux qui ne sont pas vraiment mélomanes, tout de suite, il faut bien qu'ils s'accrochent pour apprendre. Je commence par moi-même. J'aime qu'on me raconte une histoire. Et après, je retiens la musique. C'est-à-dire que tout le monde ne naît pas avec cette ferveur mélomane, etc. Et je crois que vous avez réussi j'aime pas le mot challenge, mais vous avez réussi ce point d'entrée dans le cœur des gens et dans leur envie d'apprendre plus encore. Bah, tant mieux. Vraiment. Ça me touche. Moi aussi, ça me touche quand je suis très touchée de vous parler aujourd'hui comme ça, à cœur ouvert. Marc Dumont a-t-il encore des horizons chimériques? Oui, forcément, beaucoup. D'imaginer qu'un jour, à l'horizon pas trop lointain, il y ait une autre radio, une autre possibilité de radio. Et puis j'écris. J'écris sur la musique et l'histoire, et sur la politique. Et donc, ça, c'est un horizon qui n'est pas complètement chimérique. Oui. Et l'horizon musical qui est votre page aussi. Oui, l'horizon musical, j'essaye d'y mettre des éléments un peu personnels qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est pas régulier. Oui. Quelque chose qui me touche récemment, une interview d'Herbert Blomstedt sur la 4e de Bruckner. Quand Christopher Wood est décédé, j'ai raconté les souvenirs de quelqu'un que j'ai côtoyé avec plaisir et à plusieurs reprises, et pour faire un portrait de cet homme essentiel dans la musique. Même chose quand Nicolas Sarnoncourt est décédé, mais j'ai voulu faire quelque chose de personnel. Comment dire, ça reste ma danseuse chimérique, cet aspect Facebook de l'horizon musical. Mais avec l'idée que mon horizon musical peut se développer aussi ailleurs. C'est un des éléments qui étend les ailes de la musique sur Facebook, mais il y a d'autres possibilités. Marc, si nous jouions à Je vous propose une émission musicale, ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas d'émission musicale. Quel titre lui donneriez-vous? L'horizon musical. Ah, vraiment. Génial, c'est superbe. Vraiment. Si j'ai appelé en septembre 2014, juste 2 jours après que soit fini mon dernier contrat avec Radio France, 2 jours après, j'ai créé mon horizon musical, parce que c'était plus un horizon chimérique, il est... Voilà, et c'est comme ça que je souhaiterais nommer à la fois ce que je fais sur Subjectif, ce média, cet hypermédia qui est en naissance, je l'appelle l'horizon musical, et voilà, je pense un beau titre, très beau. Voilà, j'y tiens. À part le générique des Rendez-vous de Jeanne, qu'est-ce que vous écoutez en boucle? Parfois on a un morceau qu'on écoute en boucle avec ou sans raison. Quelle est la musique que vous mettez parfois comme ça, ou bien vous ne l'écoutez pas en boucle? J'écoute pas en boucle. Depuis 4 ans, je n'écoute plus jamais France Musique. Oui. J'écoute pendant vraiment de très nombreuses années, je n'ai plus pu écouter de musique. J'écoute très peu de musique maintenant. Je m'y remets, j'y retrouve un plaisir, mais le choc a été trop violent et terrible que je ne pouvais plus. Quant à écouter quelque chose en boucle, c'est pas mon truc, en fait. Mais les musiques qui me trottent, c'est la dernière sonate de Schubert, c'est la grande symphonie de Schubert, c'est le Don Juan de Mozart, c'est la 6e de Mahler, c'est... voilà, je pourrais égrener des titres comme cela, mais je n'écoute pas en boucle.
avant la fin de cette interview, quelles questions auriez-vous eu envie que je vous pose et que je n'ai pas eu l'intuition de vous poser? Qu'est-ce que vous auriez à dire? Vous les avez posées. C'est vrai? Oui. Depuis le début de ce rendez-vous, j'ai ces mots d'André Laude dans la tête. Si j'écris, c'est pour que ma voix, où roulent souvent des torrents de blessures, s'enracine dans vos paumes vivantes et couvre les poitrines d'une fraîcheur de jardin. Combien ces mots, mélange de colère et d'espérance, vous vont, Marc Dumont, et je le pense. Merci et grand merci. Merci Jeanne, ça me touche vraiment parce qu'ils sont vraiment très beaux ces mots. Oui, et je trouve que c'est un peu vous. Voilà. Et je voulais aussi vous dire, c'était le rendez-vous de Jeanne du 4 septembre 2018 avec Marc Dumont comme invité. Et je voulais dire aussi que je dédiais ce rendez-vous à mon père qui était mélomane et organiste, bien que ce ne soit pas son métier, qui vous aimait beaucoup et qui vous écoutait toujours. Et je n'oublie pas aussi Patrick Gallois, Tom pour les intimes, qui m'avait conduit vers vos horizons chimériques et qui était un peu, je vous raconterai en off, qui est un peu dans cette interview aussi. Et en même temps, cette fois-ci, notre rendez-vous de Jeanne se passe en présence d'Alain Warraud, pas seulement dans la musique du générique, mais aussi parce qu'il était là pour la prise de vue avec notre très modeste matériel. Marc, vraiment merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Jeanne pour votre invitation. Merci. Et puis surtout pour tout ce que vous avez collecté, écouté, lu. Ça me touche profondément, je vous assure. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été et êtes toujours. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci. Au revoir, Jeanne. Au revoir, merci.